Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Hypersensibilité, anxiété et dépression, le triangle infernal. Voilà, je m'appelle Anita Rossier, je suis tout d'abord de formation scientifique, enfin j'ai fait une école d'ingénieur et puis également par la suite je me suis formée en tant que thérapeute, notamment dans l'hypnothérapie. Voilà, comment ça se fait que j'ai décidé de changer de voie alors que j'étais fondamentalement quand même passionnée par la science depuis mon plus jeune âge? On va dire que c'est lorsque j'ai été confrontée au monde de l'entreprise que voilà, je ne comprenais pas très bien. Enfin, on va dire que les phénomènes de pouvoir, enfin de compétition, tout ça, ça m'a jamais vraiment convenu. J'ai jamais compris non plus comment les gens fonctionnaient vraiment. Et puis, je me faisais souvent avoir parce que j'avais de la peine à lire dans les intentions. Et puis, probablement, je souffrais un peu de manque de confiance en moi et de naïveté. Tout ça a bien évolué, je vous rassure. Mais enfin, c'est pas pour autant que j'avais envie de continuer dans cette voie. J'avais plutôt envie de faire un métier qui me corresponde mieux. Et puis aussi, peut-être, où je pouvais trouver plus de liberté et où je pouvais trouver un meilleur équilibre entre mon hypersensibilité et puis aussi les conditions de travail. Euh, Vous l'aurez peut-être compris, je ne savais pas préalablement que j'étais une personne douée d'une haute sensibilité. C'est venu suite à des années et des années de réflexion intérieure. Euh, de thérapie, de psychanalyse, etc. Puis finalement, un jour, je m'aperçois qu'au fond, je suis née différente, que j'ai un fonctionnement différent, que je vois la vie différemment des autres. Et puis, à partir de là, j'ai eu envie aussi d'apporter un accompagnement aux personnes qui avaient cette même sensibilité que moi, peut-être pour leur permettre de gagner un petit peu de temps et leur permettre de trouver plus de paix plus rapidement, ce qui me permettait d'allier à la fois ma passion de la science avec ma passion fondamentale pour l'être humain. Alors, je suis spécialisée dans la haute sensibilité. C'est pas que j'accueille pas aussi dans mon cabinet des personnes neurotypiques, on va dire. Simplement, évidemment, je comprends mieux les personnes à haute sensibilité et notamment les troubles qui sont souvent associés. C'est pas du tout une obligation, mais c'est vrai que la plupart des personnes qui viennent me consulter, elles souffrent justement d'anxiété, par exemple, ou troubles anxieux généralisés. Je reviendrai plus tard sur les définitions. De dépression, qu'elle soit réactionnelle, hein, ça peut vraiment arriver à tout le monde, et puis aussi notamment des dépressions existentielles où la personne justement est en profonde recherche de sens dans sa vie, elle ne comprend pas le monde, elle est même parfois en rébellion avec le monde tel qu'il est. À la suite d'une dépression existentielle, souvent on veut se reconvertir professionnellement. C'est pas forcément changer de métier, mais en tout cas changer la façon dont on se perçoit dans son métier, changer la façon dont on l'exerce aussi, dont on perçoit notamment les relations professionnelles, personnelles aussi bien sûr, hein. Et notamment aussi malheureusement beaucoup de personnes qui sont, on va dire, embarquées dans des relations d'emprise, des relations dans lesquelles elles n'arrivent pas à être elles-mêmes, à s'affirmer, à poser des limites, et puis ce qui fait qu'elles sont sous l'emprise en fait. Alors, voilà, vous l'aurez compris, étant donné que je suis passionnée de science et que j'ai un profond amour pour l'humanité, ben, j'ai eu envie d'allier ces deux aspects de moi. C'est pour ça, dans la présentation que je vais aborder aujourd'hui, peut-être je serai un peu plus scientifique qu'habituellement, mais tout en restant quand même assez légère, je l'espère en tout cas. C'est pour vous permettre aussi de comprendre un petit peu comment on tombe dans des épisodes dépressifs ou anxieux, d'où ça vient, dans l'idée que vous puissiez ensuite reprendre en main votre santé, ne plus dépendre de votre psychiatre, de votre médecin pour qu'il vous donne des pilules, mais vraiment réaliser que voilà, un épisode dépressif ou anxieux, ça n'arrive pas par hasard. Il y a toute une suite d'événements qui font qu'on en arrive là. Et je dirais qu'essentiellement, c'est peut-être parfois un manque de connaissances ou un manque d'hygiène de vie qui fait qu'une personne à haute sensibilité devient finalement une personne qui souffre et une personne qui devient pathologiquement sensible avec des excès émotifs qu'elle ne contrôle plus, qu'elle ne comprend plus, elle se comprend plus elle-même, elle n'arrive plus à avoir de maîtrise sur ses actes, sur ses pensées, sur ses émotions, et ça c'est vraiment dommage.
Alors voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire part de certaines notions que j'ai apprises moi-même et qui m'ont permis, moi, de me sortir de ces situations-là, notamment d'anxiété, de fatigue chronique et de dépression. Alors, je sais que pour certaines personnes, notamment de mon entourage professionnel, elles ont vu en moi une personne faible parce que j'avais traversé des épreuves comme ça. Personnellement, je ne partage pas cette opinion. Je crois qu'il m'a fallu énormément de force pour sortir de là. Je crois qu'être une personne à haute sensibilité, heureuse, qui s'assume et qui se libère du conditionnement, c'est quelque chose de difficile, qui demande beaucoup de force et de persévérance. Et puis, je vais en reparler tout à l'heure, mais s'insuffler là-dessus la honte de devoir traverser des périodes douloureuses, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'aimerais aussi dire une chose, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on peut traverser dans la vie, c'est toujours possible de trouver une voie de sortie et puis il y a toujours une solution. Ce qui est plus compliqué, je dirais, c'est d'arriver à calmer un peu son mental et son ego. Euh, c'est très probablement aussi qu'on a été, en tant que personne hautement sensible, un peu idéaliste par le passé, un peu naïf, on s'est ramassé sur la figure tout un tas de fois. Alors là, il y a une partie de vous qui se dit ouais, ouais, Anita, voilà, les solutions faciles, la baguette magique, mais je sais très bien que ça marche pas. Alors, voilà, l'idée là, c'est pas de vous dire il y a qu'à penser positif, il vous faut lâcher prise, faites confiance à la vie, ça va bien se passer, tout ira mieux demain. Non, parce que moi, ce genre de discours, ça m'agace. Parce que j'ai envie de dire aux gens, mais voilà, si c'était aussi simple, vous ne pensez pas que voilà, je ne suis pas non plus complètement stupide. Voilà, c'est simplement qu'il y a des situations où on est vraiment, on va dire, immergé dans un état de conscience où on ne voit plus de solution. Et là, l'idée, peut-être, c'est de se dire, si vous souhaitez aller jusqu'au bout de cette vidéo, de se dire que, bon, voilà, ça va peut-être pas être aussi simple que je le voudrais, ça va certainement demander du temps, mais autant que les changements se fassent petit à petit, pas à pas et qu'ils soient durables, plutôt que voilà, vous sortiez de cette vidéo en vous disant ah c'est génial, tout est parfait, c'est merveilleux, la vie est belle, tout est fini, et puis demain matin vous soyez extrêmement déçu en vous réveillant. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, je vais préciser maintenant tout de suite que les notions que je vais présenter, notamment de la gestion du stress, hein, c'est pas spécifique du tout à la personne hautement sensible, et je dirais même c'est pas spécifique du tout à l'être humain. C'est quelque chose qu'on partage notamment avec les animaux, en tout cas mammifères. Simplement, et je vais aussi expliquer pourquoi la personne hautement sensible a plus de risques de se trouver dans une situation où elle est surmenée, et ça c'est lié au fonctionnement de son système nerveux, et c'est notamment lié à des conditions qui sont neurobiologiques et puis congénitales. Ça veut dire qu'on vient au monde avec ce système nerveux-là, avec ce fonctionnement-là. Alors, voilà. Par le passé, malheureusement, c'est encore partagé par une certaine partie de la population, notamment médicale. L'hypersensibilité désigne une sensibilité plus haute que la moyenne. Alors ça c'est vrai, provisoirement c'est vrai, parce que lorsqu'on vit un épisode très difficile et qu'on est surmené, on développe tous une sensibilité accrue. Mais ça peut aussi être durable dans le sens où on peut être venu au monde avec ce système nerveux qui fonctionne différemment. Et dans ce cas-là, on est par défaut une personne avec une grande sensibilité. En général, on se dit que c'est difficile pour la personne, qu'elle en chie, et d'ailleurs tout au long de sa vie et que ça va jamais s'arrêter, et puis qu'elle va toute sa vie être une gnoche, se plaindre, avoir des excès émotionnels et tout ça. Et puis elle est souvent vue comme une personne extrême par l'entourage. Et j'aimerais juste dire que c'est vrai qu'on peut passer par là, que voilà, c'est pas du tout évident de gérer un fonctionnement comme ça, et c'est pas une fatalité, hein. Il y a énormément de personnes hautement sensibles qui ont transcendé la souffrance, qui s'en sont libérés, qui sont tout à fait équilibrés, épanouis et qui maîtrisent leurs émotions. Et c'est des personnes vivantes qui ressentent de fortes émotions, mais c'est pas pour ça qu'elles sont immatures. C'est deux choses vraiment très très différentes. Et ça a à voir avec la façon dont je vis mes émotions, dont j'en prends la responsabilité et dont je peux assumer mes besoins. Voilà. Alors justement, merveilleuse Hélène Aron qui a publié en 1996 The Highly Sensitive Person. Voilà, elle a vraiment étudié d'une façon scientifique ce que c'est que la haute sensibilité. Elle a observé notamment que c'était une caractéristique distincte de tempérament, une caractéristique individuelle, et que c'était d'ailleurs également partagé par les animaux. Il y aurait
plus de 100 espèces animales qui auraient été testées et dans laquelle on a découvert cette même proportion de la population, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, qui est hautement sensible. C'est donc lié à des aspects qui sont neurobiologiques. Alors, non exhaustivement, il y a plus de connexions neuronales, donc le système nerveux va beaucoup plus vite. L'amygdale, responsable de la réponse émotionnelle qui est suractivée. Alors ça aussi, ça peut s'apaiser, notamment avec la méditation de pleine conscience. Il y a des études qui démontrent ça sur du long terme. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez voir une émission merveilleuse de la télévision suisse romande. Voilà, je dis ça parce que je suis suissesse et je suis très très fière de cette émission qui s'appelle 36.9. Et le 14 décembre 2016, ils ont justement sorti cette émission qui s'appelle La pleine conscience, méditation de pleine conscience, et que je vous invite vraiment à regarder. Vous pouvez retrouver en replay sur le net. L'insula aussi, qui est plus développée, donc ça ce serait la partie du cerveau qui serait, selon les neuroscientifiques, le siège de la conscience. Je vais en reparler tout à l'heure, une conscience élevée et qui peut se tourner d'ailleurs aussi un petit peu en perfectionnisme. Et puis également les 5 sens qui sont plus développés et qu'on appelle aussi l'hyperesthésie et qui va avoir un impact sur votre vision du monde et sur la façon dont vous vivez le monde également, qui va avoir un impact aussi sur la fatigue, la surstimulation que vous pouvez éprouver ou que l'on peut éprouver si vous préférez. Alors, nous sommes, nous, les personnes hautement sensibles, droitières du cerveau. Voilà, j'ai pu le vérifier moi-même en faisant des tests dans le cadre de mon travail. Ils nous ont testé sur notre fonctionnement cérébral. Alors, vous vous en doutez, j'étais la plus atypique des neurodroitières. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au niveau du cortex, il y a 2 hémisphères qui sont bien sûr connectés entre eux, hein. C'est pas que nous on n'utilise pas le gauche et que les neurotypiques n'utilisent pas le droit, c'est plutôt qu'on utiliserait préférentiellement l'hémisphère droit qui est plus créatif, plus intuitif, plus émotif, qui a une pensée aussi beaucoup plus rapide, qui fonctionne en arborescence par des images, des associations d'idées, etc. L'hémisphère gauche, lui, est plus analytique, plus logique, plus stratégique, plus raisonnable, plus précis et spécifique. La pensée est séquentielle. Et puis, voilà, il y a un début, une fin. Et les personnes qui sont préférentiellement gauchères, si je puis m'exprimer, ont moins tendance à faire de l'anxiété. Donc, la pensée va moins s'emballer. Aussi des filtres, en fait, finalement, au niveau des 5 sens, qui font qu'elle va avoir moins tendance à être surstimulée. Elle peut, par exemple, automatiquement, son cerveau sait apaiser le bruit de fond, ce qui est beaucoup plus difficile pour une personne neurodroitière. Dans l'hémisphère gauche, il y a aussi ce qu'on appelle la persona ou l'individualité. Donc la personne a conscience d'être un individu séparé du monde et ça lui permet de mieux développer l'estime de soi. Au contraire, la personne neurodroitière, elle est plus connectée au monde et pour elle, parfois, c'est assez difficile de faire la distinction, par exemple, entre ses émotions et celles des autres. Elle peut être submergée par ce qu'elle ressent, au niveau subtil aussi. Donc, c'est plus difficile pour elle de savoir où s'arrête son espace psychique et où commence celui de l'autre, ce qui peut créer pas mal de difficultés aussi pour entrer en relation au monde et pour se protéger elle-même ou s'ancrer aussi dans son individualité, prendre soin de ses propres besoins. Parce que comme voilà, si elle ne sait pas faire cette distinction, elle aura besoin que tout le monde soit bien autour d'elle pour pouvoir, elle, se sentir bien. Sinon, elle est vite submergée par ce que ressentent les autres et la vie, là, devient très, très compliquée. Il y a un risque alors d'aller vers l'isolement et puis de se retirer du monde, ce qui la fait énormément souffrir parce que fondamentalement, la personne hautement sensible a ce besoin de connexion aux autres, a ce besoin de partager. Et puis, voilà, comme c'est difficile pour elle de gérer tout ça, alors elle va un petit peu aussi par mécanisme de défense parfois, se couper du monde et aller dans l'isolement. Alors là, je ne parle pas du fait d'aimer être seul et d'aimer sa propre compagnie, hein. Je parle du fait de se sentir obligé de s'isoler du monde et de finalement limiter les interactions avec d'autres personnes alors qu'on en aurait besoin et fondamentalement envie. Voilà. Ce sentiment aussi d'être un extraterrestre, et puis si jamais elle n'a pas été accompagnée
notamment enfant, qu'elle n'a pas compris tout ça, elle va croire qu'elle doit être comme tout le monde. Alors elle se pose énormément de questions dans sa tête, comment font les autres, comment ils fonctionnent les autres, elle comprend fondamentalement pas comment ils arrivent à faire certaines choses, etc. Elle est aussi des fois un petit peu fleur bleue. Et puis tout ça va faire qu'elle va être facilement blessée par certains comportements. Le monde risque un peu de la heurter. Et puis alors elle va manquer de confiance en elle et se trouver bizarre. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu moi-même et que beaucoup des personnes que j'accompagne me partagent, ce sentiment d'être bizarre, voilà, de pas être, pas être avoir atterri sur la bonne planète, enfin, etc. Pas au bon moment, etc. Et puis aussi, voilà, c'est une grande idéaliste souvent, hein, la personne hautement sensible, elle rêve du monde des bisounours. Il y a aussi le film Avatar qui personnellement m'a énormément touchée. Elle rêve justement de créer ce monde où on serait tous en harmonie, en profonde connexion avec la source. Voilà, des personnes qui soient paisibles, voilà, qui soient attentives, etc., etc. Elle a des valeurs également très ancrées, donc dès qu'elle est face à l'injustice, c'est terrible pour elle. Ce qui fait que malheureusement, elle a parfois de la difficulté à accepter la réalité du monde tel qu'il est. Elle peut avoir tendance un peu à s'échapper dans ses illusions et puis être d'autant plus blessée. Voilà, quand elle est confrontée à la réalité du fonctionnement de certaines personnes. Elle se juge elle-même et puis au fond elle juge aussi les autres et puis elle s'enferme un petit peu dans un système de valeurs de il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, et moi je suis jamais assez bien, je suis pas adaptée, je suis pas ci, je suis pas ça. Et puis tout ça, ça contribue à aussi empiéter sur l'estime d'elle-même. Voilà. Alors encore une fois, hein, c'est pas du tout une fatalité. On peut vraiment sortir de là et apprendre à voir la perfection du monde, apprendre à être plus bienveillant d'abord avec soi-même, avec les autres, de réaliser finalement que chacun fait de son mieux selon son niveau de conscience, etc. Mais enfin, c'est pas du tout évident quand on se sent blessé et qu'on a été rejeté. Hein. On est bien d'accord. Tout un chemin de paix, d'accueil à faire pour pouvoir en arriver là. D'autres informations plus détaillées sur la description de ce que c'est qu'une personne hautement sensible sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.anisen.ch. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous recommande les vidéos, notamment l'hypersensibilité du fardeau au cadeau. Ou alors hypersensible et fier de l'être, par exemple, qui parle spécifiquement de l'estime de soi. J'ai aussi une page YouTube où je publie parfois des choses qui me touchent. Et je publie aussi les nouvelles vidéos qui sortent voilà, sur ma chaîne YouTube. Alors, pour en revenir un petit peu plus au vif du sujet, pourquoi j'ai eu envie de parler d'anxiété et de dépression, c'est pas pour peindre le diable sous la muraille, au contraire, j'ai vraiment envie de transmettre un message positif d'espoir, mais voilà. Pour les personnes qui traversent des épisodes comme ça, pour l'avoir vécu, je sais que parfois on a besoin de ressources et puis qu'on a besoin de comprendre. Alors c'est simplement mon objectif aujourd'hui de donner quelques pistes de compréhension aux personnes à qui ça pourrait parler. Alors, d'où vient l'anxiété et la dépression? Quels sont les liens avec l'hypersensibilité? Pourquoi nous sommes, en tant que personnes hautement sensibles, plus sujets à vivre ces épisodes-là? Et puis je vais parler aussi brièvement des troubles alimentaires et addictifs qui sont évidemment associés aux périodes d'anxiété et de dépression. Voilà. L'idée, justement, c'est de vous permettre de conscientiser que c'est possible de mettre en place une meilleure hygiène de vie, pas dans la contrainte, pas dans l'effort, pas dans l'autoflagellation, mais dans quelque chose qui soit bienveillant pour vous-même. Voilà. Comme si c'était chaque fois un signe d'amour pour vous-même, de faire du bien à votre corps et à votre esprit. Et c'est vraiment possible de mettre ça en place dans sa vie, pas à pas, sans se mettre la pression et sans se mettre encore plus de pression qu'on s'en met déjà tout le temps. Alors, un petit peu de définition pour, voilà, juste par souci d'exactitude dans cette présentation. Alors, l'anxiété, c'est un état psychologique et physiologique, donc c'est bien clair qu'au niveau neurochimique, dans tout le corps, voilà, il y a des signes. Et c'est un état de mal-être qui s'ensuit, hein, qui suit aussi de la chimie du corps, et notamment cellulaire, et notamment au niveau du cerveau, des intestins, etc. Je reviendrai plus dans le détail tout à l'heure. Caractérisé par des composants somatiques, ça veut dire au niveau du corps, des composants émotionnels, bien sûr, cognitifs,
Voilà, il y a certaines anxiétés qui sont liées vraiment à un phénomène de cognition qu'on peut rétablir évidemment, et puis ça induit certains comportements, notamment d'évitement, qui génèrent encore plus de peur, encore plus d'anxiété, etc., etc., etc. Je dirais que l'anxiété, elle est normale hein, dans une situation stressante. C'est pour ça que, voilà, tout le temps éviter toute situation anxieuse, c'est pas bon, ni pour une personne neurotypique, ni pour une personne hautement sensible, parce qu'elle va justement se couper du monde, elle va se couper de tout ce qui pourrait la nourrir, de tout ce qui pourrait lui permettre d'évoluer. L'idée, c'est d'observer un petit peu l'intensité et le fonctionnement de la personne pour savoir si l'anxiété est naturelle ou pathologique. Mais vivre des moments d'anxiété, de peur, c'est tout à fait naturel et humain. Même si justement avec son besoin de perfectionnisme et d'idéalisme, la personne hautement sensible, voilà, a des petits peu des visions d'idéal où elle se réveillerait chaque jour heureuse et que ce bonheur durerait sans faille toute la journée et qu'elle n'aurait plus jamais à traverser la peur. Mais voilà, ça c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. L'idée, c'est plutôt de comprendre comment l'anxiété, elle arrive, comment la libérer pour éviter qu'elle devienne justement ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, ou TAG pour les intimes, où là l'anxiété devient quasi permanente et les symptômes anxieux sont non spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus pourquoi on est anxieux, par exemple on se lève le matin, on est anxieux, on se réveille au milieu de la nuit, dans l'anxiété on ne sait pas d'où ça vient. Il faut que ce soit une tendance exagérée à l'inquiétude presque chaque jour depuis au moins 6 mois pour qu'on parle de TAG véritablement. Et l'anxiété est quasi permanente, flottante, et la personne se fait du souci beaucoup et elle s'attend à des malheurs divers. C'est-à-dire que elle se sent mal et puis elle anticipe dans le futur de se sentir mal aussi, ce qui voilà, va avoir tendance à faire qu'elle va avoir des comportements d'évitement, ce qui va encore augmenter l'anxiété et puis qui va encore détruire l'estime de soi, etc. Et c'est un cercle un peu vicieux comme ça. Il faut aussi que les soucis concernent au moins 2 thèmes différents pour qu'on parle d'un TAG. Alors le TAG n'est pas du tout une fatalité, c'est pas une maladie mentale qui s'attrape et de laquelle on ne se défait pas, hein, c'est simplement momentané, lié à un épuisement du système nerveux et on peut revenir en arrière et on peut rétablir un équilibre après un TAG, c'est tout à fait possible et je vais en parler encore plus avant tout à l'heure. Le risque aussi, c'est la dépression par épuisement, notamment du corps, des épisodes de baisse d'humeur, de tristesse, où là, voilà, c'est très difficile de s'estimer soi-même, on est sans arrêt en train de s'auto-flageller, on se sent fatigué, on n'a plus de plaisir, on n'a plus d'intérêt dans les activités habituellement ressenties comme agréables, donc il n'y a plus vraiment de loisirs, etc. La personne s'enfonce quelque peu. Et puis ensuite, voilà, en général, elle va s'en vouloir parce que peut-être aussi de par la société, ce qu'elle nous renvoie, mais elle se dit qu'elle devrait faire tout bien, tout comme il faut. Donc déjà qu'elle traverse une expérience douloureuse, mais en plus elle va avoir honte de traverser cette expérience. Donc pendant longtemps, elle va peut-être même tenter de porter un masque, de faire comme si de rien n'était. Et peut-être alors qu'elle en aurait besoin, elle ne va pas aller consulter non plus, elle ne va pas parler autour d'elle, ce qui fait qu'elle n'aura pas le soutien nécessaire et puis elle risque de s'enfoncer encore plus. Donc vraiment, là par exemple, Boris Cyrulnik, notamment dans Sauve-toi, la vie t'appelle ou d'autres ouvrages merveilleux qu'il a écrits, il dit que la honte c'est vraiment le poison de l'âme parce que ça empêche la résilience. La résilience, donc, c'est la capacité de l'être humain à se remettre d'une expérience douloureuse. Et vraiment, l'idée là, c'est de faire fi un peu, même si c'est pas évident, de ce que vous pouvez penser de vous-même, du fait de traverser ces épisodes-là, ou peut-être de regard d'autrui, qui vous dit, ah, il y a qu'à se foutre un coup de pied au cul, avoir un peu de volonté, Voilà, tout ça, c'est franchement, ça vous aide pas du tout, déjà, et puis c'est complètement faux. Il y a par exemple Thierry Casasnovas qui dit que c'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. Donc voilà, à un moment donné, on traverse des expériences douloureuses de la vie, on est épuisé, on est anxieux. L'idée, c'est pas de s'en rajouter une couche et de se mettre encore plus de pression, c'est pas comme ça que ça va aller mieux, parce que vous verrez justement que l'anxiété, c'est suite à trop de pression et trop de stress. Donc l'idée, c'est d'aller dans quelque chose de plus bienveillant pour vous-même. Alors voilà, justement, elle se dit c'est facile pour les autres, hein, ils arrivent tous sauf moi. Voilà.
Pourtant, je devrais y arriver, j'ai tout pour être heureuse, ici on a de quoi manger, etc. Je suis un loser, j'y arriverai jamais, il n'y a pas de solution, etc. etc., etc. Peut-être que chez vous ça se déclinait d'une autre façon, mais enfin, globalement, c'est un peu ça. Alors là, autant dire, c'est la voie sans issue. Et puis on s'enfonce dans le tunnel de plus en plus profondément. Alors là, mon idée, c'est déjà que vous puissiez réaliser que je comprends de quoi je parle, et aussi simplement que peut-être éventuellement vous donner une piste pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Puis l'idée, c'est de pouvoir évidemment en sortir, hein. Et moi, j'ai compris un truc fabuleux, c'est que pendant longtemps, j'ai imaginé un peu que le bonheur, c'était un cadeau qu'on recevait, on savait pas trop comment, qu'il y avait des gens qui avaient droit, puis d'autres pas, puis que moi, je faisais partie de ces personnes dans l'univers qui étaient destinées au malheur. Que je me disais même que j'avais dû faire un truc affreux dans une vie antérieure, etc., etc. Tout ça, c'est bullshit, comme on dit en anglais. Le bonheur et la santé, ça n'arrive pas par hasard, et c'est pour tout le monde. On a tous droit au bonheur, on a tous droit d'être aimé, on a tous le droit d'exister. Le fait que nous soyons ici et maintenant en train de respirer, ça en est la preuve. Et puis, juste, voilà, deux citations qui me touchent moi personnellement. Une d'Albert Einstein. Peut-être vous le savez déjà, j'adore Albert Einstein, c'est mon idole. Et il disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire que, voilà, si on est malheureux, si on est heureux, voilà, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose voilà, à apprendre aussi de toutes ces expériences qu'on vit. Et Paul Éluard qui disait très justement, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, peut-être l'opinion que vous avez pu avoir de vous-même, ou que malheureusement vous avez encore, hein. Euh, d'être une personne honteuse, faible, bizarre, qui ne mérite pas le bonheur. Et moi, ça me touche vraiment. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que évidemment, ça ne va pas d'un jour à l'autre, hein. C'est, comme disait Boris Cyrulnik, justement, un poison qui est ancré dans votre âme pour l'instant. Il faut juste vous dire que ces pensées-là ne sont pas la réalité. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui a moins de valeur qu'un autre. Ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Je le sais du plus profond de chacune de mes cellules. Ce que je sais aussi, par contre, c'est que parfois le mental peut être fort et peut nous faire croire des choses vraiment de manière profonde. Mais un pas après l'autre, un jour après l'autre, en vous souvenant que ce ne sont que des pensées, que c'est comme un petit diable là, qui vous parle. Euh, il dit des choses, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire tout le temps. Et juste cette idée que c'est simplement une voie, voilà, que même si vous y croyez pour l'instant, c'est pas forcément perpétuel, ça ouvre une petite porte où la lumière peut s'engouffrer, commencer à poser des graines. Certainement que beaucoup de ces pensées viennent de ce sentiment d'être un vilain petit canard, peut-être même que c'est ce que vous avez vraiment ressenti, que ce soit dans votre famille ou dans la cour d'école. Voilà, quand on s'est senti rejeté, on s'est senti blessé, on s'est senti pas à la hauteur, on a eu le sentiment de ne pas être compris, que nos émotions n'étaient pas prises en compte, etc. Souvent d'ailleurs qu'on ne se comprenait même pas nous-mêmes, parce que là, ce vilain petit canard, il sait pas en fait qu'il est un cygne, hein. Il croit qu'il devrait être un canard, et puis vous vous rendez bien compte là sur cette image qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut, réfléchir tout ce qu'il veut, adapter son comportement tout ce qu'il veut, il sera évidemment jamais un canard. L'idée là, je dirais, c'est de transcender ce système-là de conditionnement, justement, de se transformer soi-même, pas à pas, encore une fois, hein. Pour que la chenille devienne un papillon, il y a tout un tas de milliers de milliards de réactions chimiques et biochimiques qui doivent se passer, psychiques également, pour qu'elle puisse prendre son envol et justement assumer pleinement sa personnalité, sa différence. Voilà, ça commence cette transformation par comprendre votre fonctionnement, le fonctionnement de la personne hautement sensible, réaliser que voilà, il est différent. En quoi il est différent? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau émotionnel? Et de l'accepter, parce que c'est bien joli de comprendre, mais encore faut-il faire le deuil, hein, de jamais arriver à être un canard. Accepter qu'il y a certaines choses qui ne vont pas changer, vous allez rester une personne hautement sensible, les choses vont continuer de vous toucher, voilà, vous continuerez d'être triste quand vous verrez la souffrance animale, la souffrance chez d'autres êtres humains. Voilà, ça va continuer d'être comme ça, mais la différence c'est qu'à un moment donné, on peut accueillir ça, on peut même voir de la beauté, de la pureté là-dedans.
Et ça permet ensuite d'oser enfin être soi, de commencer à tracer sa propre route. Euh, et puis finalement, c'est là qu'enfin on peut commencer à découvrir le trésor caché qu'il y a derrière la haute sensibilité. Alors il y a toute une phase d'expérience où on oscille entre comprendre, accepter, oser être soi, puis après on redescend un petit peu, puis voilà, il y a plusieurs couches à l'oignon. Et la vie a le don de nous mettre face à des situations qui nous montrent là où on en est vraiment, parce qu'il y a tout l'illusion qu'on se fait dans sa tête, etc. Puis après, il y a se confronter au monde tel qu'il est. Voilà, mais c'est extrêmement enrichissant comme chemin, comme travail à faire. Euh, Justement, pas à pas, un jour après l'autre, une croyance après l'autre, on se développe et puis voilà, euh, on s'enrichit, on se transforme petit à petit. Et c'est jamais fini, hein, j'imagine, tant qu'on est sur cette terre, voilà, il y a toujours encore de nouvelles épreuves. Moi, par exemple, bientôt, il va falloir penser au fait que j'ai 40 ans, que voilà, etc. Et tout un tas de changements dans la vie. Euh, qu'il faut traverser, voilà, qu'il faut accueillir, et puis ça nous permet d'évoluer, de continuer d'évoluer. Il y a un moment donné, vraiment, on arrête de voir ça comme une fatalité, et puis voilà, c'est possible, en tout cas la plupart du temps, de se voir avec bienveillance. Alors, pour en revenir un tout petit peu justement à cette hypersensibilité, ou je préfère maintenant dire aussi parfois haute sensibilité, parce qu'avec le mot hyper, on a l'impression que c'est pathologique, hein, alors que finalement c'est un trait neurobiologique et neurochimique. Les personnes hautement sensibles ont un rôle à tenir, notamment dans la société, que ce soit pour les êtres humains ou que ce soit pour les animaux. Et voilà, ce rôle différent que nous avons dans la société, peut-être de plus de conscience, d'apporter plus de sagesse, il nécessite que nous ayons plus de capacité ou de compétences euh, au niveau de notre sensibilité, plus d'intuition. Voilà, une pensée un peu out of the box, comme on dit en anglais. Ça veut dire un système nerveux surefficient, une pensée différente, rapide en arborescence qui fait énormément de liens et qui justement malheureusement peut parfois un peu partir en vrille et qui est sujette à la surstimulation. Une grande émotivité également associée, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des valeurs très ancrées, et puis une conscience élevée qui malheureusement parfois se retourne un peu contre nous quand on a le sentiment qu'on devrait être parfait, qu'on devrait arriver à être adéquat tout le temps, qu'on devrait être gentil tout le temps, qu'on devrait être bienveillant tout le temps, compréhensif tout le temps, etc., etc. Puis finalement, en faisant ça, on se renie souvent soi-même, on renie ses propres difficultés, ses propres souffrances. Voilà, donc, mais enfin, véritablement, on peut quand même être reconnaissant de cette conscience qu'on a. Même si parfois on voudrait être comme tout le monde, parce que ça nous permettrait de moins souffrir, et je sais que je suis passée par là, certainement comme vous, au final, quand on y réfléchit vraiment, on ne voudrait pas renoncer à tout ça, et puis perdre ces valeurs qui nous tiennent tellement à cœur. Voilà. C'est pour ça que je disais, il y a un risque de partir dans la culpabilisation, le manque d'estime de soi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des phases qui se traversent et voilà, qui peuvent tout à fait évoluer, se transformer. Il y a souvent, très souvent même, un dialogue mental important, de la rumination. Voilà, donc déjà, il y a pas mal de pression externe liée au fait qu'on évite surstimuler au niveau des 5 sens, notamment, et au-delà d'ailleurs des 5 sens. On reçoit pour la plupart d'entre nous extrêmement d'informations qui nous viennent d'éléments subtils qu'on doit apprendre à trier. Puis il y a la pression interne qu'on se met nous-mêmes avec des objectifs intenables, enfin voilà. Tout ça, ça fait beaucoup finalement. Et je vous disais, ça c'est un outil fabuleux qu'on utilise beaucoup en hypnose, de visualiser ces voix qui vous parlent dans votre tête comme étant externes à vous. Ça vous permet de vous désidentifier puis d'avoir un dialogue. Il s'avère que souvent, ces voix-là, au fond, elles veulent quand même votre bien. Il y a toujours une intention positive derrière. Par exemple, elles veulent vous prévenir de ne pas vous ramasser une fois de plus dans la figure en étant tout à fait trop idéaliste, etc. Ou elles vous préparent, par exemple, en vous disant que vous n'allez pas y arriver, comme ça vous évite de vous confronter à la surprise de l'échec, enfin, etc. Je ne sais pas comment ça se décline pour vous. Mais voilà, le fait de sortir ça de vous-même et de visualiser ça à l'extérieur de vous, ça vous permet d'entrer dans un dialogue
plutôt que de vous laisser manipuler et totalement envahir par ces pensées, qui ne sont encore une fois que des pensées qui vous traversent et qui ne sont de loin pas la réalité. Voilà. Ce qui est compliqué quand même aussi à vivre, parfois, c'est ces tempêtes émotionnelles, un système un peu on-off, il n'y a pas juste un peu de tristesse ou un peu de déception ou un peu de colère, c'est voilà, c'est une vague là qui arrive et puis que parfois on n'arrive même pas à retenir et du coup les personnes s'en veulent de pleurer ou de rougir ou alors elles le retiennent, mais alors intérieurement c'est l'enfer, etc. Donc tout ça, voilà. Ben, oser montrer tout ça, oser laisser tout ça sortir et peut-être apprendre un tout petit peu aussi, même avec ses émotions, à trouver des instants, des moments où c'est sain de le faire avec des personnes qui peuvent accueillir ça, etc. Tout ça, c'est aussi un apprentissage. Si on ne fait pas cet apprentissage, malheureusement, j'en ai déjà parlé, le risque, c'est la rumination et le contrôle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part un peu dans sa tête, dans la suranalyse, et ça fait, comme vous voyez sur cette image, ce que j'appelle, moi, une dissociation. Alors, on est complètement dans sa tête et on se coupe, notamment du corps et des sensations corporelles, pour éviter de ressentir l'inconfort, la gêne, etc., pour essayer aussi d'éviter que ça se reproduise, etc. Mais le risque là, c'est qu'on perd la connexion à son cœur et à soi-même et à qui nous sommes vraiment. On se sent perdu, on se sent un peu comme mort à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'est plutôt justement d'apprendre à gérer ces vagues, mais quand je dis gérer, c'est pas contrôler, c'est vraiment accueillir, c'est laisser tout ça, voilà, nous traverser, de réaliser, de conscientiser que c'est des sensations physiques qui nous traversent, mais qui finissent par passer et qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes. Et puis une émotion, si elle est accueillie, elle dure maximum 4 minutes en fait. Hein. C'est le fait d'y résister qui fait que ça se prolonge et que ça se transforme en rumination, en rancœur, en blessure, etc., etc. Si on pouvait à chaque instant accueillir ça dans l'instant présent, ça serait finalement assez vite terminé. Je parle aussi plus avant de cet aspect émotionnel dans un poème. Si vous voyez la vidéo, les 7 clés pour vivre heureux en tant que personne hautement sensible, qui est aussi une vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Pour en revenir à cet aspect du corps et de la connexion au corps qui est la clé fondamentale hein, de votre sécurité intérieure, aussi de votre sentiment de bonheur et de paix. Là, hier encore, j'avais une patiente qui me disait, voilà, je sais que la sécurité, elle est en moi, mais je ne la trouve pas. C'est parce qu'elle la cherchait dans sa tête, alors qu'elle se trouve fondamentalement dans son corps. Et c'est pas au niveau des pensées, c'est vraiment une expérience sensorielle, hein, se sentir en sécurité. Et c'est paradoxalement pas en lien avec les conditions extérieures. Parce qu'à partir du moment où c'est en lien avec des conditions extérieures, comme vous n'êtes pas idiot, vous savez très bien que tout peut changer, qu'il n'y a rien de permanent. C'est d'ailleurs ça qui vous stresse la plupart du temps et qui vous pousse au contrôle. Voilà, alors que quand on vit une expérience de sécurité intérieure véritable, sensorielle à l'intérieur de soi, qui est un état de conscience finalement aussi, qui est de l'ordre de l'état méditatif, enfin en tout cas des ondes alpha voire θ au niveau cérébral, alors là c'est une paix qui s'installe où finalement on s'en remet à ses ressources intérieures, c'est-à-dire que on peut faire grandir en soi la sensation que quoi qu'il arrive, je vais trouver en moi la force et les ressources pour dépasser ça. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin que le monde entier change et que tout s'adapte autour de nous, et qu'on peut commencer à vivre un peu mieux avec les aléas de la vie. Et ça se réalise justement en se reconnectant avec ses sensations corporelles. Et on voit par exemple ici sur cette image le bonheur, la personne a de l'énergie en abondance qui est dilué dans son corps tout entier, notamment au niveau du cœur, notamment aussi au niveau spirituel, de l'esprit, hein, parce que se sentir bien, c'est pas uniquement le corps, c'est aussi l'esprit, mais on voit que les deux sont reliés. On voit que la personne a de l'énergie dans ses jambes, ça lui permet d'avancer. Voilà. Si vous regardez toutes les autres images, il n'y a pas autant d'énergie dans les jambes, hein, donc c'est beaucoup moins évolutif. Et au niveau des autres sensations, mais le bonheur vraiment on voit quoi là il y a quelque chose qui circule, il y a quelque chose qui bouge, on est en mouvement, c'est la vie quoi, véritablement on se sent vivant. Avoir de fortes émotions aussi, c'est important de conscientiser que c'est avoir un grand potentiel créateur.
Voilà. C'est pas tant les pensées qui créent, en tout cas c'est ce que j'ai pu expérimenter, hein, il suffit pas de penser quelque chose pour que ça arrive. C'est vraiment d'allier à la fois la pensée avec le ressenti émotionnel et d'être en profonde paix intérieure et en confiance qui fait qu'on peut créer véritablement des choses consciemment. Si on regarde aussi au niveau des bras, il y a de l'énergie, ça veut dire que la personne est en mesure d'agir consciemment, véritablement, et des actions qui fassent du sens et qui apportent plus de paix sur Terre. Quelque chose qui est beaucoup plus équilibré par exemple que la colère, qui pousse aussi à agir, hein, évidemment, qui est une énergie de vie d'ailleurs aussi, mais qui apporte, en tout cas si elle est mal gérée, la colère, elle peut apporter des actions qui soient destructrices aussi, alors que là, le bonheur, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus harmonieux. L'anxiété, on voit qu'il n'y a plus d'énergie dans les jambes, plus d'énergie dans les bras, donc la personne est figée, peut ni avancer, ni agir. Et puis toute l'énergie se situe au niveau de l'estomac. D'ailleurs, c'est très souvent que les personnes anxieuses ont des problèmes gastriques. Et puis, si on laisse aller ça trop loin, on voit que ça se termine par l'épuisement du corps, la dépression. Donc la personne manque vraiment d'énergie. C'est là qu'on arrive dans la fatigue chronique. Voilà. On voit aussi que la situation neutre, ben, il y a beaucoup moins d'énergie, hein, donc ça peut faire envie, bien sûr, parce que c'est au moins tranquille, vous me direz, mais on se sent rapidement un peu mort à l'intérieur, hein, malheureusement, quand c'est vraiment neutre. Ce qu'on a vraiment envie, fondamentalement, en tant qu'être humain, c'est de se sentir heureux, de se sentir en paix. Finalement, c'est ça aussi vraiment le succès, hein, c'est de pouvoir s'endormir le soir en étant paisible. En tout cas, c'est ma vision. Quel que soit finalement mon niveau social, la quantité d'argent sur mon compte en banque, la voiture que j'ai, enfin, etc., etc. C'est vraiment de pouvoir sentir cette sensation de gratitude, de paix. Et ça, évidemment, c'est une forme d'entraînement mental, mais encore une fois, pas mental dans le sens contrôle, hein, mais c'est une forme d'entraînement de connexion à soi, de cultiver en soi, justement, des états de paix, de sécurité intérieure, de confiance, etc. Alors, quelques infos bonnes à savoir, hein, pour mieux comprendre un petit peu comme ça, comment tout ça se déroule. Au niveau du système nerveux, c'est assez complexe. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste mentionner que, notamment au niveau du système nerveux autonome, qui gère donc toutes les fonctions systémiques du corps, j'entends par là la respiration, la digestion, le rythme cardiaque. Bon, la respiration, on peut aussi le contrôler, hein, mais si vous oubliez de respirer, vous continuez à respirer quand même, heureusement. Tout le système endocrinien, notamment, qui est responsable aussi de l'humeur, hein. Voilà, tout ça, c'est géré par le système nerveux qu'on appelle autonome. Et il y a deux branches différentes dans ce système nerveux autonome. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui gère les situations de stress et d'action, et il y en a une qui va gérer les situations de détente. Et en fonction de si je me trouve dans une situation de stress ou si je me trouve dans une situation détendue, il y a certains systèmes qui vont être mis en avant et puis les autres qui vont être un peu à l'arrière-plan. Alors par exemple sous stress, ce qui est mis en avant, c'est voilà, il faut absolument se préparer à l'action, donc le cœur va plus vite, la respiration va plus vite, on libère du glucose dans le sang, etc. pour pouvoir agir. Mais justement, comme la priorité c'est agir, courir et courir vite, il faut avoir de l'énergie, on ne va pas commencer à digérer, on ne va pas commencer à s'occuper de l'immunité, on ne va pas pouvoir détoxifier le corps par exemple, parce que tout ça, voilà, c'est vraiment pas prioritaire. Là, voilà, il faut agir. Mais justement, vous comprenez déjà peut-être intuitivement d'après ce que je dis que si on est tout le temps sous stress et dans le système nerveux sympathique, ben, l'immunité est déprimée, on digère plus comme il faut en tout cas. On ne peut plus détoxifier son corps, donc les toxines vont commencer à s'accumuler. Donc on voit bien que c'est important de faire attention à maintenir cet équilibre. Donc on aime bien dans la vie agir, on aime bien voilà, être motivé, faire des choses, faire du sport, etc. Mais c'est important de, par moment aussi, se relaxer, puis permettre à son corps de récupérer. Alors voilà comment ça devrait se passer dans le meilleur des mondes. Donc avant, alors les demandes et les ressources sont tout à fait à l'équilibre, mais la vie c'est pas comme ça, on sait qu'elle nous pousse à évoluer, et puis de toute façon si c'était tout le temps comme ça, on finirait par s'ennuyer, n'est-ce pas? En tout cas, moi, voilà, j'aime pas trop m'ennuyer, j'aime bien évoluer, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, j'aime bien faire des nouvelles choses, j'aime bien voilà, bouger.
Donc à un moment donné, je suis vis-à-vis d'une situation nouvelle, la demande augmente et puis paradoxalement, les ressources semblent diminuer. Alors c'est parfois une idée qu'on se fait, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'on se sent et là, ça nous permet de nous mobiliser pour vaincre cette situation qui est stressante pour nous. Ça peut être justement un changement, par exemple, une situation nouvelle. Et puis après ça, une fois que le stress est passé, je récupère, voilà, et je permets à mon corps de se rétablir, de se régénérer, et puis de se ressourcer, et puis ensuite je recommence pour une nouvelle aventure. Voilà, on a aussi fait pour répondre à ce type-là de situation de stress. J'entends par là une situation où il faut mobiliser le corps pour, voilà, soit attaquer, soit fuir. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de réactions physiologiques qui vont se mettre en place pour préparer votre corps à réagir à cette situation stressante. Encore une fois, soit je fuis, soit j'attaque, des fois aussi j'attends, je fais le mort. Voilà. Et ça, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on est sédentaire alors que notre corps se prépare à agir. C'est pas, à long terme, c'est pas positif. Voilà. Juste en quelques mots, ce qui se passe justement pour se préparer à une situation, à réagir à une situation de stress. Les pupilles se dilatent pour être plus alerte, comme ça. Il y a aussi pas mal d'hypervigilance liée au stress. Ma respiration s'accélère, vous l'avez peut-être déjà observé, comme si vous avez vécu des situations de crise d'anxiété, donc vous ne pouvez plus respirer comme il faut. Le rythme cardiaque s'accélère pour répondre aux besoins d'énergie importants et on interrompt alors la digestion, parce que ça, voilà, on fera ça plus tard quand on aura le temps. On libère beaucoup de glucose et de lipides aussi dans le sang d'ailleurs pour pouvoir avoir cette énergie tout de suite pour les muscles notamment. On sécrète de l'adrénaline et de la noradrénaline. Alors là, ça peut être même un peu euphorisant ces hormones-là, mais on verra en stress de résistance que c'est plutôt le cortisol qui entre en jeu. Quand on est détendu, tout s'inverse, justement, la digestion est stimulée, le rythme cardiaque se ralentit, la respiration se ralentit, et puis on peut commencer à penser à digérer, à nettoyer son corps et à libérer le corps de toutes les toxines qui ont été générées par les situations de stress. Le problème, j'ai déjà dit un petit peu, c'est que dans notre société, justement, on est plutôt sédentaire et puis on vit des stress psychologiques où on ne bouge pas. Et donc il y a tout le corps qui se prépare à agir ou réagir et puis nous, on reste sur place à s'exciter comme des dingues. Alors je ne dis pas qu'on est tous comme ça, mais enfin bon, elle était quand même marrante cette image-là que je vois de la personne surmenée au travail. Et le souci aussi, c'est que c'est pas comme si ça durait qu'au travail. On rentre chez soi et on reste stressé, ce qui va avoir un impact négatif sur nos relations d'ailleurs, parce qu'on va devoir libérer tout ce stress qui commence à polluer l'espace privé. En plus de ça, on a un smartphone en général sur lequel on reçoit des emails privés, on est sans arrêt là-dessus, ce qui nous empêche aussi de vraiment nous retrouver avec nous-mêmes et puis de trouver des moments de connexion véritable, d'apaisement véritable. Voilà. On est pollué aussi beaucoup par ces écrans. Ensuite, pour peu qu'on aille encore regarder la télévision, le téléjournal ou je sais pas quoi, des images qui nous stressent encore plus et qui nous laissent penser qu'il n'y a vraiment aucune issue, que le monde va mal, etc. Tout le monde meurt de faim. Voilà, ça contribue à augmenter le niveau de stress. Ce qui fait la panacée d'ailleurs de beaucoup de monde qui ont besoin que vous ayez peur pour pouvoir faire du business, voilà, notamment consommer, acheter des assurances pour tout et pour rien, etc. etc. Donc il y a aussi là derrière tout un phénomène de manipulation de masse, c'est important à un moment donné, même si on ne peut jamais totalement sortir du conditionnement, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Alors, vous vous en doutez, il n'y a pas que les hypersensibles qui sont stressés au travail quand même, bien sûr, mais là je vais parler un tout petit peu de ce qui est peut-être plus spécifique pour nous, les choses auxquelles en tant que personne hautement sensible on doit faire attention. Alors, il y a des causes biologiques, je l'ai déjà dit, le manque de sport, c'est-à-dire on a un corps qui se prépare au stress, à agir ou réagir, et puis nous, en réponse à ça, on est sédentaire, donc ça c'est quand même un souci. Les problèmes de mauvaise alimentation et notamment les troubles alimentaires. Alors,
soit la personne est en phase dépressive et là elle va avoir envie de manger en général gras, sucré, etc. Souvent aussi il y a eu qui se sont mis en place des phénomènes de résistance à l'insuline et des problèmes de finalement, il y a énormément de sucre dans le sang, mais le sucre n'arrive pas à entrer au niveau cellulaire. Donc le corps a faim véritablement, et du coup, il va demander de la nourriture, mais il ne peut pas absorber ce sucre. Donc on va avoir envie de plus en plus de sucre, et en même temps, on s'intoxique de plus en plus. Et ça crée des troubles alimentaires, et vraiment des compulsions alimentaires qui sont très désagréables à vivre. De l'ordre de la boulimie, ou alors plutôt dans le contrôle, où la personne, pour se rassurer, va, va trouver de la sécurité ou une illusion de sécurité dans le contrôle de ce qu'elle mange. Donc ça peut être de l'anorexie ou alors des phases d'anorexie-boulimie. Ou alors elle va commencer à développer des troubles où elle va contrôler tout ce qu'elle mange, partir dans des délires de type végétalien à outrance, où il faut manger absolument que cru tout le temps, enfin, etc. Et là, bon, si ça part vraiment d'une intention paisible en vous et que vous sentez que ça vous fait du bien, parce que vous faites du bien à votre corps et tout ça, de manger comme ça, c'est tout à fait ok. Mais si alors ça génère de la culpabilité ou que ça génère du stress, et là, on va dire, c'est un peu contre-productif parce que comme c'est le stress qui est générateur de tous ces problèmes-là, si vous rajoutez du stress, vous avez beau manger hyper sain, hyper bio, hyper truc machin, comme vous êtes stressé pour tout ce que vous mangez, il n'y a aucun bénéfice, hein. Et puis alors, évidemment, les substances anxiogènes telles que l'alcool, le café, le THC. Alors bien sûr, dans le moment, quand on est fatigué, le café, ça booste un peu, donc ça fait du bien, mais à la longue, ça surmène aussi. L'alcool, ça détend, ça désinhibe un peu. Quand on est une personne hautement sensible, anxieuse, ça peut faire du bien, mais pareil, à la longue, ça impacte le système nerveux, ça l'intoxique et ça fait des dégâts. Et pareil pour le THC, hein. Ça donne des problèmes de sommeil, ça rend les personnes souvent apathiques ou dépressives ou anxieuses, etc. Donc voilà. Alors là, encore une fois, c'est pas la peine de vous auto-flageller maintenant parce que vous utilisez parfois ou même quotidiennement ces substances-là comme des béquilles. C'est là où vous en êtes maintenant et il est lieu d'avoir de la bienveillance pour ça. Mais je dis juste que c'est pas des vraies solutions. En fait, c'est comme si vous mettiez un pansement sur une fracture ouverte et puis ça peut permettre de traverser une situation temporaire, mais en tout cas à long terme, c'est certainement pas la solution la plus pérenne. Des aspects psychodynamiques aussi qui stressent beaucoup, et là je vais parler notamment des blessures de l'enfance. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les personnes sensibles qui vivent des blessures de l'enfance, pas du tout, mais je dis juste que par rapport au fait que chez nous les émotions sont exacerbées et que justement les traumatismes sont liés à des aspects émotionnels non digérés, c'est évident qu'on va être aussi plus sujet à avoir des blessures de l'enfance. Comme en plus on se sent bizarre et qu'on manque d'estime de nous, etc., et qu'on se met énormément de pression et que potentiellement beaucoup d'entre nous vivons des situations de rejet déjà à l'école ou dans la famille, etc. On ne se comprend pas nous-mêmes, on ne comprend pas les autres, etc. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, encore une fois, aucune fatalité, on peut tout à fait s'en remettre. Il y a des techniques vraiment très efficaces d'hypnose, de FT, de MDR, etc., qui permettent tout à fait d'intégrer ces choses-là, de s'en libérer. Si vous sentez le besoin, voilà, renseignez-vous. C'est des solutions pour les personnes hautement sensibles bien plus efficaces que de ruminer ça, d'en parler, de s'autoflageller parce que vous n'arrivez pas après X années, Voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce que le fait de vous auto-flageller à ce point-là, puis vous dire que vous devriez avoir dépassé ça alors que vous ne l'avez pas dépassé, est-ce que ça vous a déjà aidé au moins une seule fois? Voilà, pas du tout en général, hein. Ça rajoute du stress pour rien, et en tout cas ça rajoute de la résistance et ça vous empêche d'être bienveillant avec vous-même. Plutôt essayez d'envisager des nouvelles pistes d'exploration thérapeutique. Évidemment, lié à ces blessures de l'enfance, mais pas uniquement, hein, c'est aussi neurobiologique, le manque de confiance en soi, ça crée du stress, évidemment. Voilà. Ça aussi, il y a tout un tas d'ouvrages, hein, qui parlent de ça, mais après, on a envie de se dire, ouais, c'est bien joli, je sais bien que je dois avoir plus confiance en moi, mais comment on fait? Alors là aussi, encore une fois, c'est en nourrissant ces espaces en soi de sécurité intérieure, dans la connexion au corps, dans la relaxation, qu'on peut aussi nourrir cet aspect-là de soi, en nourrissant de même la bienveillance, etc. Et encore une fois, si vous sentez que vous en avez besoin, allez voir quelqu'un qui peut vous aider.
je vous suggère quand même de bien choisir la personne, hein, parce que si c'est pour aller voir un thérapeute qui vous dit d'arrêter de vous positionner en victime et puis de vous foutre un coup de pied au cul, voilà, là, ça va vraiment pas vous aider, hein. Voilà, mais quelqu'un qui puisse avoir de la compassion pour ça et puis vous accompagner pas à pas vers, voilà, vers une meilleure estime de vous. Euh, Évidemment, chez les personnes hautement sensibles, l'aspect relationnel qui prend beaucoup de place, hein. Et puis, quand on vit à l'intérieur de soi tout un tas de tempêtes émotionnelles, c'est pas forcément facile de gérer les conflits. Souvent, soit on va avoir tendance à les fuir pour éviter le désagrément, soit alors c'est plus fort que nous, puis à un moment donné, ça explose. Euh, voilà. Alors là aussi, ben, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe, d'avoir des techniques d'apaisement, ça aide vraiment beaucoup, des techniques de communication aussi pour la personne hautement sensible. Ben, c'est justement ce lien entre le cerveau gauche et le cerveau droit qu'il faut renforcer, hein, parce que la sphère du langage, c'est plutôt un aspect cerveau gauche, et puis justement d'arriver à mettre des mots, de communiquer ses émotions et son ressenti. C'est important d'acquérir des outils comme ça. Les situations d'emprise, j'en ai déjà un peu parlé, hein, où vous êtes alors victime de vos émotions, de votre propre tendance à culpabiliser, qui est renforcée par potentiellement une personne qui est dans un système de pouvoir, par exemple. Voilà. Donc bien comprendre ce qui se passe derrière ces relations-là, bien comprendre aussi comment vous pouvez petit à petit, jour après jour, voilà, arriver de vous libérer de tout ça. Ce que j'ai pu observer aussi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que dans les derniers mandats que j'ai acceptés vraiment en entreprise, j'ai pu m'apercevoir que potentiellement une réaction peut être toxique, mais qu'elle peut aussi évoluer, voilà, quand on se positionne de façon différente. Et moi, j'ai vraiment de très très belles surprises quand j'ai réussi vraiment à me positionner, à faire la paix avec ce monde intérieur, à faire la paix avec tout ce que j'entendais, que j'étais trop émotionnelle, trop ci, trop ça, pas ci, pas ça. Donc à un moment donné, quand j'en ai eu marre de m'auto-flageller moi-même et de m'en vouloir moi-même. J'ai dit, bah voilà, oui, effectivement, c'est vrai, je suis quelqu'un qui vit les émotions. C'est comme ça va pas changer demain matin. Mais en attendant, dans ce que je dis, il y a quand même de la justesse. Et puis, ben, voilà, je dis pas non plus n'importe quoi. Donc, voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, partant de là. Et ça a vraiment donné lieu à une relation, notamment à l'époque avec mon supérieur, qui aujourd'hui, qui fait partie vraiment de mes amis, donc comme quoi, voilà, c'est tout à fait possible d'évoluer. Je trouve ça beau d'ailleurs. Euh, alors, l'interprétation, je l'ai aussi mise là parce que justement, ce qui se passe beaucoup pour nous, c'est qu'en général, on interprète assez mal les intentions des autres en n'ayant pas conscience de leur fonctionnement. Souvent, on est très empathique, donc on veut ressentir peut-être l'émotion de l'autre au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, mais on va avoir la difficulté à se représenter le monde de l'autre, ce qui est plus l'empathie cognitive. Ce qui fait qu'on va commencer à interpréter et puis souvent prendre personnellement des choses qui n'étaient pas du tout destinées à nous blesser. Donc, c'est Byron Katie notamment qui dit très justement que c'est pas tant les actes des autres, mais c'est ce qu'on interprète de ces actes-là qui nous fait souffrir. Donc de réaliser encore une fois que vous fonctionnez autrement, puis d'essayer de comprendre un peu, voilà, qu'est-ce qui peut motiver l'autre. Et on ne le sait pas toujours, mais en tout cas réaliser que peut-être c'est pas exactement ce qu'on avait pensé, et c'est pas toujours là, le worst case comme on dit, et puis que peut-être il y a une autre explication. Ça aide déjà justement à prendre un peu de recul, à prendre un petit peu de distance. Une chose qui peut stresser aussi beaucoup les personnes hautement sensibles, c'est les demandes simultanées de plusieurs personnes. Alors, comme le monde est intense intérieurement, c'est compliqué de gérer plusieurs choses à la fois qui génèrent du stress. Par exemple, c'est compliqué d'arriver dans un groupe où il y a tout un tas de personnes que je ne connais pas. Par contre, c'est OK de faire la rencontre d'une personne que je ne connais pas. Donc, ayez aussi un peu de bienveillance pour ça. Personne ne vous demande l'impossible. Et puis de plutôt privilégier, par exemple, des rencontres où il y a moins de gens. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Des aspects socioculturels aussi qui peuvent être stressants. Tout changement de situation, ça stresse chaque individu, hein, aussi les animaux d'ailleurs. Mais alors pour nous, évidemment, c'est d'autant plus compliqué.
Et puis bien sûr la pression qu'on se met parfois soi-même ou voilà, pour se conformer aux règles de ce qu'on pense qu'on attend de nous, souvent d'ailleurs, parce que c'est un petit, des fois parfois aussi un peu dans notre tête, toute cette pression. Et puis ben, réaliser qu'on n'est pas obligé de se conformer à tout, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord à tout, qu'on peut tracer sa propre route en dehors des sentiers battus, mais il faut faire le deuil, hein, d'être reconnu, voilà, etc. Et le deuil aussi un petit peu de changer le monde pour l'adapter à ce que nous on aurait besoin, parce que voilà, c'est pas demain matin que voilà, soit on attend que tout le monde nous comprenne, nous aime et nous accueille, etc. Soit on commence à changer déjà un peu le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et puis le manque de soutien, bien sûr, j'ai déjà dit, hein, parfois, ben, ce sentiment d'être Gollum, là, ça nous empêche aussi d'aller demander de l'aide, ça nous empêche de nous sentir soutenus. Savoir aussi s'entourer de personnes qui puissent nous comprendre, que ce soit au niveau thérapeutique, mais pas uniquement, hein, au niveau des amis, au niveau voilà, de professionnels même, de choisir un environnement qui soit adapté pour vous, au niveau de votre conjoint. Parce que toute la journée entendre que vous êtes trop ci, trop ça, pas ci, pas ça, c'est vraiment fatigant et c'est pas du tout utile. C'est peut-être simplement qu'il y a des gens qui peuvent s'aimer d'un amour profond, mais pas fonctionner au quotidien ensemble, et c'est tout à fait ok. Hein. Il faut avoir le courage après de choisir un petit peu les relations qu'on a, de choisir les personnes qui nous font du bien, qui sont positives pour nous et qui contribuent certainement à nous faire évoluer de toute manière. Hein. Chaque relation, elle nous confronte à nous-mêmes, mais enfin dans la bienveillance, encore une fois. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus que le stress est négatif en soi, au contraire, hein, il est très positif, il est motivant, il nous pousse aussi dans une certaine mesure à nous lier aux autres, à créer des liens, à prévoir des belles choses pour le futur, etc. Trop peu de stress, c'est pas bon non plus, on s'ennuie. Et puis, en tout cas, personnellement, l'ennui, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà, de l'ennui profond, ça me donne l'impression que ma vie n'a pas de sens, donc je déteste ça. Bien sûr, si je tombe dans l'hyperactivité pour me fuir moi-même, ça me fatigue aussi, hein, évidemment. Et puis, bon, bah, ça peut arriver hein, qu'on ait, pendant une période donnée, beaucoup de stress, qu'on se sente submergé. L'important, c'est de revenir encore une fois dans des instants où on est plus paisible, parce que si justement on va trop loin et qu'on surcharge la mule, justement, alors là, c'est le corps qui commence à s'épuiser, puis là, faut plus s'étonner qu'on ressente de l'anxiété, des sentiments de panique, de la colère, parce que le système nerveux, il est en train de saturer, il ne peut plus gérer quoi que ce soit de nouveau, donc cette anxiété aussi, elle va vous obliger à avoir ces comportements d'évitement parce que juste tout simplement, vous ne pouvez pas gérer quoi que ce soit de plus, parce que si jamais, ben, vous allez après au breakdown, et malheureusement, ça peut aussi être grave quand même, hein, que ça va tout à fait trop loin, il y a un moment donné où c'est le point de rupture. Ce que j'ai envie de dire, alors ça encore une fois, c'est pas valable que pour les personnes hautement sensibles, c'est quelque chose qui est commun, au niveau anthropologique d'ailleurs, hein. Mais je dirais que pour nous, en tout cas ma sensation à moi, c'est que l'intervalle entre trop de stress et pas assez de stress, il est assez mince. Et puis du coup, ça peut être compliqué de rester à l'intérieur. En tout cas, en particulier quand je fais pas attention, que je vais trop loin ici et que je commence à être anxieuse, après il faut des plombes et des plombes où je me sens toute seule, isolée, plus d'activité pour de nouveau me sentir un peu mieux. C'est tout un travail, voilà, c'est long. Donc c'est aussi une forme de sagesse que j'ai acquise de bien sentir les signes où je tombe dans la fatigue pour revenir justement dans une situation qui est plus saine pour moi. Et puis aussi quand je me trouve dans une situation où je suis dans l'ennui, de ne pas rester là sans rien faire, mais d'essayer de voir qu'est-ce que concrètement, depuis un espace en moi qui est plus en paix, qu'est-ce que je peux agir, comment est-ce que je peux entrer en lien de nouveau avec le monde, comment est-ce que je peux me motiver, retrouver des activités qui me fassent du bien, etc. En gros, vous l'aurez compris, c'est tout l'art de prendre soin de soi. Et puis, en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que beaucoup de personnes hautement sensibles qui ne savent pas prendre soin d'elles, elles voudraient bien le faire, mais elles ne comprennent pas comment. Et justement, c'est aussi, ça commence par sentir un petit peu en nous les moments voilà, où je tombe dans la fatigue, de savoir comment je fais pour récupérer. Et puis les moments aussi où je m'ennuie, comment je fais pour me stimuler, tout ça, d'apprendre un petit peu à se connaître. Voilà, connaître ses limites, puis de prendre vraiment soin de soi, sachant que vous devriez rester votre priorité.
Parce que de toute manière, quand on est épuisé, quand on est anxieux, quand on est fâché, déprimé, de toute manière, ça fait de bien à personne, et certainement pas à votre entourage, et même si vous avez des enfants, par exemple. Justement, moi j'ai souvenir d'être tombée dans des accès de colère, d'irritabilité, d'avoir fait du mal à beaucoup de gens, notamment en m'isolant, en mettant fin à certaines relations auxquelles je tenais parce que je pouvais simplement plus du tout gérer, parce que j'étais allée trop loin et là ça a certainement blessé des gens et bon, ça faisait partie du chemin et tout ça, mais enfin, il y a un moment donné, c'est pas plus mal d'acquérir un peu plus de sagesse. Ouais. Euh, alors voilà, euh, c'est un autre graphique qui dit un peu la même chose, mais donc au niveau du stress, il y a la situation d'alarme, l'activation du système nerveux et endocrinien, c'est bon, un petit pouce de temps en temps, il n'y a pas de problème à ça, mais après l'idée c'est que a priori, on est censé faire quelque chose de bien comme ça, on revient en dessous, on remonte un peu, on revient dessous, on remonte un peu l'intervalle que je vous mentionnais tout à l'heure, à l'équilibre. Voilà, la vie, c'est pas toujours aussi parfait, mais enfin bref, ce serait a priori la situation idéale. Comme je le disais, ce qui se passe en général, on est stressé, on reste stressé, on résiste, voilà, parce qu'on croit qu'on doit y arriver, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas dire non, qu'on ne peut pas dire stop parce qu'on va se faire virer ou je sais pas quoi, qu'on va perdre l'autre, qu'on va se faire rejeter, enfin tout un tas de trucs dans notre tête qui nous racontent que voilà, il faut absolument rester stressé comme ça, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? On produit du cortisol, voilà, donc ça c'est produit par les glandes surrénales, donc les reins, voilà, ils sont à fond. L'immunité est déprimée à ce moment-là, il n'y a plus d'ailleurs non plus d'inflammation, c'est aussi arrêté, on digère mal, on commence parfois à être constipé, avoir des petits épisodes diarrhéiques, enfin bref. Et là, petit à petit, le corps commence à souffrir, des toxines, acides s'accumulent, etc. Comme il n'y a plus de moments de repos, on ne peut plus libérer tout ça, voilà. Et ben, si on continue comme ça, à un moment donné, c'est clair, les surrénales s'épuisent, le corps s'intoxique, et puis on est dans la phase d'effondrement de l'organisme. On n'arrive plus à récupérer et on commence à être malade, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Alors, je l'ai déjà dit, système immunitaire déprimé suite à une surproduction de cortisol, notamment les signes les plus courants, c'est les problèmes d'ulcère gastrique, parce que c'est lié à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Alors, les gens croient que c'est trop d'acidité dans l'estomac, en fait, mais non. En fait, finalement, comme la digestion s'arrête, il n'y a pas assez d'acide dans l'estomac. Ça veut dire que les bactéries peuvent commencer à proliférer, comme Helicobacter pylori, et par-dessus le marché, on a dit système immunitaire déprimé, donc elle a toute la place, voilà. Et puis elle va commencer à proliférer dans votre estomac, et ça produit des gaz, et ça va ouvrir la vanne qui ferme votre estomac, valve, pardon. Ça va faire que les reflux gastriques vont remonter, ça va commencer à brûler petit à petit votre œsophage, et ça peut être grave, ça peut même faire des trous dans l'estomac, faire des ulcères hémorragiques, enfin, etc. Ça peut être assez grave, voilà. Alors là, c'est pas encore une fois pour vous faire peur et pour vous dire voilà, c'est si vous voilà demain vous avez, c'est juste pour vous dire que c'est important de garder cet équilibre pour pas tomber justement dans cet extrême-là. Le métabolisme du glucose qui est impacté, donc comme je l'ai dit, on libère beaucoup de glucose dans le sang, des lipides aussi d'ailleurs, pour pouvoir se préparer à agir, à combattre, etc., pour avoir de l'énergie disponible, mais on ne l'utilise pas parce qu'on est sédentaire, donc le taux de sucre augmente dans le sang, encore et encore et encore, et ça va créer à la longue, il faut beaucoup d'insuline pour réguler ce taux de sucre, et ça crée à la longue une résistance à l'insuline et les phénomènes de prédiabète, voire de diabète de type 2, et visiblement Alzheimer serait des suites de ces hauts de taux de glucose dans le cerveau, parce que ça inflamme aussi le cerveau, voilà. Donc ensuite, il y a aussi des problèmes de compulsion alimentaire, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Et puis, une fois que le cerveau est enflammé, alors là, on a tout un tas de problèmes endocriniens qui arrivent les uns après les autres. Après, ça dépend un peu des gens, mais soit prise de poids, soit perte de poids, on commence à prendre de l'eau, etc., etc., etc. La fatigue chronique. Des problèmes au niveau neurochimique, dépression des neurotransmetteurs qui s'appellent sérotonine et dopamine notamment. Donc, ça veut dire trouble du sommeil, ça veut dire
fatigue, ça veut dire irritabilité, ça veut dire manque de motivation, manque de plaisir, etc., etc. Et puis des problèmes évidemment cardiovasculaires. Tous lipides, ces lipides qui sont libérés dans le sang pour gérer la situation d'urgence, ne sont pas utilisés, donc ça commence à s'accumuler. Ça va venir au niveau du ventre. Ça va venir aussi se déposer sur les parois des artères et des veines. Ça va créer des obstructions qui peuvent aller jusqu'à des crises cardiaques, des AVC, etc. Le cœur aussi, à force de pulser comme un dingue, sous cortisol, ben, il va s'épuiser tout simplement. Hypertension, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Il y a aussi un autre phénomène qui est intriguant et qu'on découvre de plus en plus grâce notamment à cette doctoresse allemande qui a publié Le charme discret de l'intestin. C'est qu'on digère mal, donc le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les mouvements de l'intestin qui permettent de faire avancer vos selles, est réduit, donc les selles commencent à stagner. En plus, les aliments étaient mal digérés, donc ça va commencer à fermenter là. Ça va permettre à certaines bactéries qui adorent ce milieu fermenté de proliférer, qui elles-mêmes produisent des toxines. Comme vous avez votre système immunitaire qui est déprimé, il n'y a plus aucun barrage. Donc ces toxines qui sont des métabolites en fait de la prolifération bactérienne vont s'accumuler là, vont faire que votre intestin va s'inflammer. À la longue, il va y avoir des petits trous qui vont se faire. Et puis il y a des choses qui passent maintenant, qui ne passaient pas avant, qui auraient été éliminées. Ça passe dans votre circulation sanguine, et puis ça va jusqu'au cerveau, et comme ces toxines ou ces métabolites, si vous voulez, de la croissance bactérienne sont neurotoxiques, et ben ça va aussi enflammer la barrière encéphalique, et ça va contribuer à augmenter l'inflammation cérébrale, qui était déjà lancée par le haut taux de glucose dans le sang. Voilà, bon. Vous l'aurez compris, il y a un lien qui est extrêmement puissant entre le cerveau et l'intestin. L'intestin serait le siège de l'inconscient, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'informations qui partent des intestins vers le cerveau et qui vont générer des états mentaux, psychologiques et même émotionnels, souvent dans ces situations extrêmes de stress très indésirables. Et il y aurait même plus d'informations qui passent des intestins vers leur cerveau que l'inverse. Donc le cerveau communique à travers le nerf vague et le nerf sympathique vers l'intestin pour gérer donc, le péristaltisme intestinal, etc. etc. Et en rétroaction, de retour vers leur cerveau, il y a plutôt un phénomène de communication chimique. Donc les nerfs, c'est plutôt électrique à travers les neurones. Et là, c'est plutôt chimique à travers des hormones, des neurotransmetteurs, des métabolites bactériens, je l'ai déjà mentionné, et des cytokines. Et via la circulation sanguine, on vient donner des informations au niveau du cerveau, etc., qui influencent la communication vers l'intestin, etc., etc. Alors là, une fois, je remets mon petit cerveau, parce que c'est de réaliser que plus vous êtes stressé, plus vous amplifiez le problème, et plus vous apprenez à vous relaxer, à vous apaiser, et meilleure sera votre digestion, meilleur sera votre biotope intestinal, et meilleur sera votre état mental, etc., etc. Un jour après l'autre, voilà, on peut induire des états mentaux qui vont vraiment dans les deux extrêmes. Voilà, par voie de conséquence, tout ceci n'est pas une fatalité. Si vous êtes encore en train de respirer, si vous êtes encore en train de si vous êtes encore vivant, que vous regardez cette vidéo, c'est qu'il est encore possible que les solutions existent. J'ai testé pour vous. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, je sais, on m'a déjà dit, mes vidéos sont longues, donc vous n'êtes pas du tout obligé de regarder jusqu'à la fin, mais voilà, ça peut quand même vous donner des pistes. Éventuellement, regardez peut-être en plusieurs fois si c'est trop d'informations pour une seule journée. Alors, j'avais aussi envie de rementionner cette vidéo, l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, qui donne un autre éclairage aussi, pas uniquement médical, mais aussi spirituel ou philosophique en fait, de ces phases, ces épisodes de dépression, d'anxiété qu'on peut traverser et qui sont vraiment en lien aussi avec le développement intrinsèque de la personnalité. Dans cette vidéo, justement, j'explique en détail la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui était un psychiatre, philosophe et poète extrêmement brillant, talentueux, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et puis qui a vu vraiment des personnes
suite à des expériences très douloureuses, à la fois se tourner vers quelque chose de très noir ou devenir justement des héros. Et pour lui, le développement avancé de l'humain ne consiste pas à réussir les différentes étapes de sa vie en obtenant des biens matériels et des gratifications sociales. Et si jamais vous en doutez, il y a une étude qui est parue maintenant de l'université de Harvard qui a été conduite sur 75 ans ou 75 ans pour les non-suisses. euh, alors, cette étude-là, elle a été conduite dans plusieurs cultures, dans plusieurs tranches d'âge, etc. Elle démontre vraiment concrètement, preuve à l'appui, que le bonheur n'est pas en lien avec les biens matériels ou les gratifications sociales, qui sont encore une fois des conditions extérieures qui ne sont pas pérennes. Alors, on ne va pas non plus la raconter, hein, quand on crève de faim, c'est pas facile d'être en paix. Donc, c'est vrai que jusqu'à un certain niveau, voilà, manquer d'argent, c'est compliqué, ça génère de l'anxiété. Mais à partir d'un certain niveau, il n'y a plus de différence entre avoir de l'argent ou avoir beaucoup d'argent ou avoir énormément d'argent. C'est pas du tout ça qui fait le bonheur, ni la gratification sociale qui vient toujours d'un regard extérieur. Et comme les personnes hautement sensibles sont un peu comme des vases percés, donc tout ce qu'elles reçoivent de l'extérieur, ça traverse. Elles n'arrivent pas en fait voilà, à se nourrir de ça. Souvent, elles ont vraiment besoin de retrouver leur connexion à elles-mêmes, à leur âme, à leur cœur, pour pouvoir développer véritablement intrinsèquement cette estime de soi, cette sécurité intérieure, qui est, je le rappelle encore une fois, pas dans le domaine des pensées. Donc c'est pas en vous disant que vous devriez ou en vous répétant des trucs dans la tête, voilà. C'est plutôt une expérience qui est sensorielle avant tout, qui est émotionnelle, qui est plénière, j'ai envie de dire, et en connexion avec le corps. Alors, pour lui, justement, pour Dabrowski, ça consiste à transcender les instincts de conduite biologique et le besoin, justement, de se conformer, d'ailleurs inconsciemment, aux normes de la société. Encore une fois, j'en parle plus avant dans cette vidéo. Une voie vers l'éveil. Et qu'un humain développé se caractérise par des traits d'autonomie, d'authenticité et d'altruisme. L'autonomie, ça veut dire je prends en compte, je me responsabilise. Ça ne veut pas dire je deviens indépendant et je me coupe du monde, mais je suis autonome, je prends en charge mes propres besoins. Je suis authentique, c'est-à-dire je renoue avec mes valeurs profondes, avec ma vérité profonde, et aussi je prends en compte le bien d'autrui. Et je suis sûre que c'est des paroles, des valeurs qui vous parlent beaucoup. Si vous m'écoutez, c'est au fond voilà, ce à quoi tout être humain aspire, consciemment ou non. Et pour lui, vraiment, ces états mentaux d'excitabilité accrue, par exemple, et la majorité des soi-disant névroses et psychonévroses, d'ailleurs, l'hypersensibilité, elle a été considérée comme une névrose. Et puis alors, on vous disait que si vous faisiez 10 ans de psychanalyse suffisamment souvent et que vous payiez suffisamment d'argent et que vous alliez guérir par la force de votre esprit, en vous triturant pour comprendre, là, vous allez... Alors justement pas, hein, pour lui, c'est plutôt une condition nécessaire au développement clair et multipartite. C'est des conditions basiques de santé mentale. Il va jusque-là. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des désordres, c'est des phases qu'on traverse quand on cherche à se libérer de ce carcan, de ce dogme de la société. Et justement, oser sa différence, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, casser les barreaux de la cage, ben voilà, c'est stressant, ça génère des états qui sont compliqués, qui sont inconfortables parfois, et j'adore cette image. Voilà, là c'est la zone de confort et là c'est où la magie se produit. Donc on sait qu'on doit sortir de cette zone de confort, justement, ou d'ennui aussi parfois, pour aller vers l'évolution, vers quelque chose de nouveau. Et que, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a le sentiment que les demandes de l'environnement dépassent nos propres ressources et que c'est une situation de stress qu'il faut dépasser, qu'il faut transcender. Et qu'on peut voir ça comme un vase qui se remplit. À savoir que le vase se remplit chez tout le monde, pas uniquement chez une personne hautement sensible, c'est juste chez nous ça va beaucoup plus vite, donc il faut vraiment qu'on soit attentif à mettre un robinet et puis à vider le vase de temps en temps. Et quand je parle de ça, c'est pas juste se faire masser une fois tous les 6 mois, c'est vraiment quotidiennement, on nettoie son esprit, comme vous prenez une douche, et ça viendrait plus de nos jours à l'esprit de quelqu'un de pas se doucher parce que ça prend trop de temps, et bien de la même pour votre esprit, pour vos émotions, de prendre soin de tout ça, de prendre des temps de relaxation où on se coupe de la télé, de son smartphone, du bruit, etc. pour se retrouver avec soi, pour faire quelques respirations. Puis vous n'êtes pas obligé de faire ça 1 heure par jour, hein, mais voilà, des petits temps où on se connecte à son ressenti corporel.
et à justement ce que dit très justement Eckhart Tolle, cet instant présent. Parce que dès qu'on est en train de ruminer le passé, ben, ça n'existe pas parce que c'est déjà passé, et puis souvent c'est des interprétations, donc c'est complètement irréel. Ou alors on anticipe des trucs dans le futur qui vont peut-être même pas se produire. Et alors, pareil, c'est pas la réalité parce que ça n'arrivera peut-être jamais, en tout cas c'est pas encore là. De vraiment faire cet exercice, c'est un exercice, ça demande de la persévérance, un maximum ancrer son attention dans cet instant présent. Conscientiser aussi que ce n'est pas du tout les émotions qui font souffrir, ça peut être inconfortable au niveau corporel, comme la douleur est inconfortable au niveau corporel, mais c'est tout ce que je me raconte à ce sujet-là qui me fait souffrir et qui génère de la honte, qui génère de l'anxiété, qui génère du stress. Voilà, les émotions sont des messagères, elles me renseignent sur ma vérité intérieure, et là, obligatoirement, raison. C'est un message de l'inconscient qui vous est transmis. Ce qui peut en revanche avoir tort, c'est ce dialogue mental, encore une fois, qui vous dit que vous ne devriez pas ressentir ça alors que vous le ressentez. Voilà, voilà, c'est clairement refuser ce qui est, hein, cette pensée, et que vous devriez y arriver, ne pas ressentir ça, être plus fort, être plus ci, être moins ça, voilà, etc., etc., etc. C'est pas en soi l'émotion en tant que telle, c'est comme les pensées, il y en a des constructives, il y en a des destructives, il y en a des positives, des négatives, etc. C'est juste des messages, des informations qui transitent à travers vous, mais qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à voir Vice Versa, qui est un film d'animation juste génial, que j'ai adoré. Encore une fois, voilà, ce qui fait souffrir, c'est moi, mon mental, me couper du corps, partir dans la tête et ruminer. Et voilà, parce que là, il y a tellement de questions, et oui, mais j'aurais dû, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, ça aurait pas dû se passer comme ça alors que c'est déjà passé. Et plutôt que de se dire pourquoi c'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pas dit ça. Voilà, de se dire, ok, comment à partir de là je peux retrouver la paix? Comment à partir de là je peux retrouver un peu d'apaisement, laisser passer ce torrent, ce tsunami, et puis voilà, pour à nouveau arriver à penser plus clairement. Parce que quand on est là-dedans, c'est évident qu'on n'a pas une pensée clairvoyante, hein. On a les idées complètement brouillées, on est dans un espèce de... En hypnose, on appelle ça une transe négative. Et justement, Charlie Chaplin, alors voilà, je connaissais comme tout le monde le personnage, j'avais vu être enfant certains de ses films, mais à Vevey, près de chez moi, en Suisse, ils ont ouvert un musée qui lui est dédié parce qu'il a vécu notamment la fin de sa vie à Vevey. Ils ont ouvert un musée Grévin où je suis allée visiter, un musée génial si jamais vous cherchez un truc à faire. Et j'ai eu le sentiment de faire connaissance avec cet homme merveilleux qui dit beaucoup de choses extrêmement inspirées. Et notamment cette phrase que j'aime beaucoup, rien dans ce monde n'est permanent, même pas nos problèmes. Voilà, c'est joli. Hein. Alors justement, si on a trouvé comment s'enfoncer dans le tunnel, il est le temps maintenant de suivre la lumière et puis d'en sortir, encore une fois, un pas après l'autre. Et puis de conscientiser aussi une chose, c'est que la plupart des gens pensent qu'il y a un chemin vers le succès, un chemin vers l'échec, donc elles n'avancent plus parce qu'elles ont peur de prendre la mauvaise décision et puis d'avoir un échec au lieu d'un succès, que voilà, elles auraient dû. Après, une fois qu'elles ont un échec, elles réfléchissent beaucoup à comment elles auraient dû faire autrement alors qu'au fond, c'est plutôt ça qui est la vérité. Hein. C'est-à-dire que dans la vie, on vit des expériences, il y a des choses qui sont chouettes et des choses qui sont moins chouettes, et d'une expérience à l'autre, on se construit petit à petit, puis on commence à comprendre comment le monde fonctionne et comment on fonctionne soi-même. Et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit à cultiver en soi une attitude de paix, de bonheur, de gratitude, etc. Et que c'est vraiment, comme je disais, une forme d'entraînement, mais pas mental du contrôle, plutôt un entraînement de bienveillance, un entraînement de paix, de cultiver ça en soi. Et c'est pas rester là assis à méditer toute la journée, hein. On n'est pas tous faits pour vivre dans un monastère, c'est plutôt de poser aussi des actions qui soient éclairées, qui soient conscientes dans le monde, qui soient en accord avec nous, qui soient cohérentes avec nos valeurs, etc. Et ça, Dieu sait que ça se fait pas du jour au lendemain et que ça demande d'acquérir de la sagesse et que la sagesse s'acquiert à travers les expériences.
c'est aussi parfois la vision qu'on a d'une expérience qui la rend un succès ou un échec, hein. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu un nombre d'échecs incommensurables. Les choses se sont vraiment pas du tout passées comme j'aurais voulu, en tout cas. Voilà, ça a commencé très tôt dans la cour d'école, dans ma famille. J'ai vécu des échecs professionnels où j'étais persuadée que j'allais faire carrière dans la chimie, etc., que ça allait m'éclater jusqu'à la fin de mes jours, que j'aurais plus de soucis à me faire. Et puis quand ça s'est mal passé, ça a été douloureux, ce deuil à faire. Dans ma vie amoureuse aussi, j'ai vécu plusieurs expériences qui m'ont vraiment touchée profondément. Et voilà, et il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai certainement pas terminé, c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile, la vie continue de me mettre face à des défis, mais je vois vraiment ça comme différemment aujourd'hui et comme des manières d'aller encore plus loin dans des valeurs qui me tiennent à cœur. Euh, aussi, je dois vous avouer sincèrement que c'est la relation sur cette terre qui m'a fait le plus souffrir, qui m'a le plus appris de choses sur ce que ça veut dire l'amour inconditionnel, et d'abord l'amour inconditionnel pour soi. C'est aussi cette relation-là qui m'a permis d'apprendre à poser des limites, à savoir qui je suis vraiment, à oser trouver ma propre voie, même quand en face il y avait de l'incompréhension ou du rejet. Donc voilà. Encore une fois, c'est beaucoup une question de point de vue. Alors, vous l'avez déjà certainement entendu 1000 millions de fois par 15 000 thérapeutes, lu 657 bouquins, mais vraiment, ça vaut le coup de chaque jour faire cette... c'est pas un effort, hein, mais c'est d'essayer de voir vraiment les choses autrement quand c'est possible. Il y a des jours, voilà, c'est juste pas possible. Ok, bon, on prend ce qui vient, hein, mais comme disait Charlie Chaplin, rien n'est permanent, tout ça finit par évoluer. Alors, si on en vient un petit peu plus au concret maintenant, aux solutions, il y a 3 plans que j'aimerais aborder avec vous. L'aspect relaxation, l'aspect alimentation, l'aspect libération des schémas, et vraiment pour vous permettre peut-être de connaître les solutions que j'ai trouvées pour moi-même. Peut-être certaines d'entre elles fonctionneront pour vous, peut-être ce sera encore d'autres solutions, qui sait, mais enfin bref. Encore une fois aussi, peut-être que j'aurais envie de vous dire que personne mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous, même pas moi, et certainement pas qui que ce soit, ni un médecin, ni un psychiatre, ni qui que ce soit. On est vraiment nous-mêmes les mieux à même de savoir ce dont on a besoin, ce dont le corps a besoin, et ce dont intrinsèquement notre âme a besoin. Mais en tous les cas, quand même, si on se base un peu sur la science, on voit que c'est important de maintenir un bon équilibre au niveau du système nerveux, de varier ses phases de stress et ses phases de détente et d'apprendre vraiment à se relaxer. Et je sais, croyez-moi, que quand on souffre, par exemple, d'épisodes d'hyperactivité et d'anxiété, c'est pas du tout évident. Peut-être vous avez le sentiment que vous n'allez jamais y arriver, de créer ce petit vide de pensée. Mais d'expérience, c'est aussi parce que peut-être on a une pensée erronée de ce que ça veut dire se relaxer. C'est pas forcément que les pensées s'arrêtent totalement et que ça crée un vide qui dure 2 heures de temps, mais c'est juste, voilà, simplement peut-être se connecter au corps, aux 5 sens, à la respiration. Ça, c'est vraiment un portail fabuleux vers l'instant présent, vers l'apaisement de l'esprit. Déjà parce que le cerveau, c'est tout simplement pas faire à la fois penser et puis à la fois ressentir au niveau des 5 sens. Donc là, par exemple, vous étiez peut-être concentré à écouter, à entendre ce que j'allais dire par la suite. Et comme vous écoutiez attentivement, pendant un temps, il s'est créé un vide dans votre esprit. Et plus vous cultivez ce vide, par exemple en écoutant le cliquetis de l'horloge, intensément, par exemple en regardant un paysage magnifique de façon intense, vous êtes pendant un temps subjugué, complètement transporté, focalisé sur un de vos 5 sens. Ça peut être ressentir profondément votre respiration, faire de la méditation de pleine conscience. Et tout ça, ce sont vraiment des portails importants qui fonctionnent. Alors, dépendant de là où on est, quand on est dans un tag, par exemple, un trouble anxieux généralisé, il faut répéter et répéter et répéter. Et peut-être avoir recours à quelqu'un qui vous masse, ou avoir recours à un hypnothérapeute qui est formé pour vous emmener dans ces états-là, si vous n'y arrivez pas tout seul.
Mais c'est vraiment nécessaire pour vous et je dirais même c'est urgent de commencer à vous relaxer. Alors, juste 3 outils qui fonctionnent pour moi. Il y a la méditation de la balle de tennis. Donc, vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube, Méditation pour les hypersensibles, qui fonctionne bien pour beaucoup de gens. Il y aurait évidemment le yoga, le qigong, etc. Toutes ces techniques qui allient le souffle aux sensations corporelles en conscience. Il y a aussi la respiration alternée qui, elle, est spécifique pour équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc simplement, à l'aide de votre pouce, vous bouchez la narine droite, vous faites une inspiration, une expiration jusqu'à ce que vous ayez les poumons bien vides. Et ensuite, vous alternez, donc vous bouchez avec votre annulaire la narine gauche. Vous faites une profonde inspiration, une expiration jusqu'à ce que vous ayez les poumons complètement vides, etc., etc. Narine gauche, narine droite. Et vous faites cet exercice aussi longtemps que possible. Au début, il ne faut pas vouloir se mettre des objectifs inatteignables. Déjà 2 minutes, c'est déjà bien au début de faire ça, vraiment quotidiennement, tous les jours. Et vous allez voir que à la longue, ça a un impact tout à fait positif. Faire du sport aussi, mais pas forcément si vous êtes stressé, pas forcément du sport de puissance, mais plutôt du sport d'endurance. Vous respirez bien, vous n'êtes pas essoufflé. Si maintenant vous êtes dans une situation où vous êtes épuisé, là c'est un tout petit peu différent. Il faut un petit peu restimuler tout ça. Mais si vous êtes plutôt stressé, anxieux, allez dans des choses plus calmes pour aussi utiliser ce cortisol en fait par la musculature. Ça vous permet de faire descendre des taux de cortisol. Le 5-4-3-2-1 aussi, c'est un exercice qui est super efficace. Ça commence par 5 choses que vous entendez. Voilà, par exemple, j'entends le cliquetis de l'horloge, j'entends ma voix, j'entends ma respiration, j'entends les enfants qui jouent dehors, j'entends mon chien qui respire. Ensuite, 5 choses que vous voyez. Alors, je vois une rose, je vois un livre à côté de moi, je vois l'écran de mon ordinateur, je vois mes propres doigts et je vois la souris de mon ordinateur. Voilà. Ensuite, 4 choses que vous ressentez. Donc je ressens les pieds sur le sol, je ressens ma respiration, je ressens l'odeur de l'air parce que j'ai diffusé des huiles essentielles. Je ressens la chaleur dans mes mains et je ressens des petites fourmis là au niveau du bras, voilà, par exemple. Et vous continuez de la sorte. 4 choses que vous entendez, 4 choses que vous voyez, 4 choses que vous ressentez. Ensuite, 3 choses que vous entendez, 3 choses que vous voyez, 3 choses que vous ressentez, 2 choses que vous entendez, 2 choses que vous voyez, 2 choses que vous ressentez, une chose que vous voyez, une chose que vous entendez et une chose que vous ressentez. Et après avoir fait ce petit exercice qui dure vraiment pas longtemps, vous allez voir que, comme par magie, vous vous sentez mieux parce que justement, vous avez porté votre attention sur autre chose que sur vos pensées et c'est ça qui fonctionne véritablement. Alors, il y en a tout un tas d'autres d'exercices, mais voilà, c'est juste les outils qui sont vraiment pertinents pour moi-même, qui ont fonctionné le mieux pour moi-même et d'ailleurs aussi pour ma patientèle. Au niveau de l'alimentation, alors là, il y a tout un tas de théories différentes. Ça devient un petit peu compliqué de s'en sortir, je trouve, entre ceux qui prônent le cru, la médecine ayurvédique, entre ceux qui bannissent les céréales, ceux qui bannissent la viande, ceux qui bannissent tous les produits d'origine animale, etc. Voilà. Alors là, j'ai envie de dire que personnellement, je pense qu'il faudrait éviter de trop se focaliser et de devenir trop psychorigide avec ça, parce que vraiment ça génère plus d'anxiété qu'autre chose. Donc essayez de sentir un petit peu ce qui vous fait du bien, d'être en accord avec vos valeurs sans tomber dans la culpabilisation qui génère de l'anxiété et puis qui est en tout cas pas dans la bienveillance, ni pour vous ni pour qui que ce soit. Puis il faut savoir que ça n'a jamais aidé le monde d'être anxieux, en fait, ça transmet plus d'ondes négatives et puis ça contribue à alimenter le problème général de conscience de l'inconscient collectif en fait. Donc voilà, avec un petit peu aussi d'exercice, de sentir un petit peu plus, de plus vous êtes calme, et
plus vous êtes en bonne santé, plus vous sentez de quoi votre corps a besoin. Et c'est aussi beaucoup en lien avec la flore intestinale. Si elle est déséquilibrée, vous allez commencer à avoir des envies qui sont liées justement à ce déséquilibre, cette dysbiose, et qui sont plus vraiment ce que votre corps a besoin, mais ce qui est simplement ce que ces bactéries qui ont parasité votre corps veulent pour continuer à proliférer. Donc, à un moment donné, je vais en parler encore tout à l'heure, c'est important aussi si c'est nécessaire, si c'est allé trop loin, de rétablir, de faire des soins spécifiques pour rétablir un bon équilibre de la flore intestinale. En tous les cas, pour maintenir ce bon équilibre, il est certain que manger des aliments naturels et non transformés, c'est vraiment primordial, un maximum. Je donne ici l'exemple, par exemple, des graines germées qui sont extrêmement riches en nutriments, en énergie, en prana, comme disent les Indiens. Et puis j'ai mentionné aussi l'ortie parce que voilà, grâce à ma sœur qui se passionne pour les plantes sauvages, j'ai découvert pas mal le bonheur d'être en forêt, d'être en montagne et de cueillir des plantes sauvages. Ça me permet à la fois de renouer avec la nature, de respirer un air pur, un air frais, et puis de la cueillette, c'est quelque chose de très très méditatif. Et je vous donne juste l'exemple de l'ortie, parce qu'elle a des vertus absolument incroyables, notamment au niveau... alors c'est innombrable, hein, les vertus de l'ortie, vous pouvez googler un petit peu ce sujet-là, mais notamment pour tout ce qui est troubles de l'anxiété, troubles de l'humeur, troubles de la libido, troubles endocriniens, c'est extrêmement riche en protéines, en nutriments, c'est vraiment fabuleux. Alors, elle a mauvaise presse souvent parce qu'elle pique, hein, l'ortie, mais si on sait l'accueillir, alors moi par exemple je me suis acheté des gants que j'ai toujours dans mon sac avec un petit sachet en tissu, et puis on cueille juste les feuilles du dessus là, et puis ensuite on les rince bien, et puis on peut les consommer soit dans des jus, soit à faire des soupes, ou même en épinards, en gratin, enfin voilà, c'est vraiment très très bon en fait. Et j'ai même fait du sirop. Alors là, choisissez bien le sucre que vous mettez dedans, hein, dans le sirop, parce que si vous mettez un sucre hyper, comment on dit, purifié là, un sucre blanc ou alors bourré de pesticides, bon bah, voilà, ça n'a plus trop de sens, mais en choisissant un sucre bio de bonne qualité, ça peut être aussi une façon sympa de consommer de l'ortie. J'ai fait des sorbets, des glaces, des cakes, enfin voilà, super, tout un tas de recettes, vraiment extrêmement bon. Comment se faire du bien, se faire plaisir, renouer avec une alimentation saine, retrouver les saveurs, tout en soignant son corps. Voilà, ça permet notamment de stimuler les surrénales quand on est épuisé. Donc c'est voilà, super l'ortie, je vous encourage vraiment à découvrir. Il y a d'autres plantes sauvages que je pourrais mentionner, mais enfin voilà, il faut bien faire des choix, je ne peux pas parler de tout, parce que déjà qu'on m'a dit que mes vidéos étaient longues. Alors voilà. Évidemment, tout ce qui est acide, ça va contribuer à amplifier le problème, donc choisissez des aliments qui sont basifiants. Le citron, hein, c'est acide, mais en fait, une fois dans le corps, c'est basifiant. En Ayurveda, par exemple, le citron, c'est vraiment la panacée. Des légumes, bien sûr, encore une fois, les plantes sauvages. Les graines de chia, ça permet justement de faire un nettoyage de l'intestin, pour autant qu'il n'y ait pas trop de constipation, hein, évidemment. Le curcuma, c'est une épice aussi fabuleuse, donc qu'on trouve beaucoup dans la nourriture indienne. Quand elle est sous forme d'épice, il faut la coupler avec du poivre pour qu'elle soit bio-assimilable. Sinon, moi je la mets aussi sous forme de racines dans les jus de fruits et légumes que je me prépare le matin, avec du gingembre qui permet d'augmenter les échanges cellulaires, et justement de se remettre en fait, de récupérer quand le corps est épuisé, déminéralisé, qu'on a de la fatigue chronique. Ça stimule un petit peu aussi le métabolisme, le gingembre, c'est excellent. Alors par exemple les légumes, si vous n'aimez pas trop ça, eh ben moi je les fais aussi sous forme de jus.
le matin, ça me donne un bon boost, ça me fait du bien. Et sinon, il y a tout un tas de façons de cuisiner les légumes différentes en fait. En couplant ça avec des épices, avec du gingembre, ça donne des trucs vraiment sympas. Ça nous permet aussi un petit peu de recontacter avec notre créativité en faisant la cuisine, en redécouvrant les goûts, le plaisir, tout ça, ça fait vraiment du bien. Alors, en revanche, je sais que quand on est déprimé, très fatigué, voilà, commencer à s'imaginer d'aller cueillir des orties, ça paraît le bout du monde. Alors, si c'est le cas, allez à la pharmacie et vous prenez simplement ça sous forme de gélule. Vous trouvez aussi le curcuma, le gingembre sous forme de gélule. Et puis, des choses qui stimulent votre péristaltisme intestinal ou qui stimulent le fonctionnement des reins. Ça vous permet d'aider un petit peu le corps à se purifier de toute cette acidité. Un verre d'eau chaude aussi le matin à jeun, ça permet de faire un bon nettoyage aussi. Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place. Même quand on est fatigué, on peut le faire, boire un verre d'eau chaude le matin. Encore une fois, si c'est allé tout à fait trop loin, c'est important de rétablir une bonne santé de l'intestin, un bon équilibre de la flore intestinale. Et là, je vous recommande, si c'est nécessaire, d'aller alors vers une cure carrément en Ayurveda. Si vous avez besoin d'adresses en Suisse, en France ou en Inde, je vous les transmettrai. Ou là, vraiment, pendant potentiellement 2 semaines, 3 semaines, vous allez avoir les conseils de médecins ayurvédiques expérimentés qui vont rétablir une bonne santé de votre intestin. À savoir que l'Ayurveda a été... l'OMS considère que c'est la médecine la plus efficace. Donc c'est vraiment... Voilà. Personnellement, ça fait des miracles sur moi. Sinon, il y a l'hydrothérapie du côlon qui est plus peut-être facile à mettre en place, qui demande moins de temps, aussi un petit peu moins d'argent. Les jus de légumes, encore une fois, choisissez des légumes qui facilitent l'élimination, comme les épinards par exemple, comme la betterave rouge, comme les carottes, comme le persil qui stimule les rénales aussi. Des purges. Alors là, attention à prendre des produits naturels pour vous purger, hein, parce que sinon, si vous prenez des sels ou des laxatifs de Big Pharma, vous allez juste assécher votre intestin. Et puis de penser aussi, encore une fois, quand on est épuisé, à stimuler son métabolisme, par exemple en mettant la tête en bas pour bien irriguer le cerveau, le cortex préfrontal, parce que justement la dépression c'est ça aussi, hein, c'est un manque d'irrigation du cerveau qui est enflammé. Peut-être aussi en essayant un petit peu d'aller dans l'eau froide ou de juste courir un tout petit peu au début, hein, mais juste pour faire, voilà, pour stimuler un peu le corps. Et puis la libération des schémas bien sûr, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, travailler sur la bienveillance, apprendre un petit peu à être plus sympa avec soi-même et puis renouer un peu avec les lois fondamentales de l'univers. C'est vraiment pas en vous autoflagellant, en vous culpabilisant et puis en étant en rébellion contre vous-même, en conflit interne incessant que vous contribuez finalement à la paix dans le monde. C'est plutôt justement en rétablissant d'abord la paix en soi et puis qu'on peut ensuite aller vers le monde en rayonnant une énergie qui soit positive et qui fasse véritablement du bien. Et Gandhi disait chaque âme qui s'éveille éveille le monde. Et il disait aussi il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Donc quelle que soit la pratique que vous mettez en place aujourd'hui, si elle génère chez vous du stress, c'est que c'est pas le moment, c'est que vous voulez. Voilà, d'abord on commence par renouer avec soi en étant gentil, en étant bienveillant avec soi, et ça c'est vraiment la meilleure voie, la voie du milieu, comme disait Bouddha. Et moi personnellement, j'ai eu recours aussi à une solution drastique qui a été un coach sportif personnalisé. Donc voilà, ça m'a permis de retourner en nature, de connaître cette connexion avec un animal qui est vraiment merveilleuse. Et puis c'est pour ça que je profite aussi de cette vidéo pour remercier mon chien Néo pour tout ce qu'il a pu faire pour moi voilà, cette dernière année. Un tout grand merci. Il est vraiment adorable. Plus d'informations sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch sur l'hypersensibilité, sur l'hypnose, sur la méditation, etc. Il y a des packages, vous verrez si vous êtes intéressé. J'ai une newsletter aussi à laquelle vous pouvez vous abonner. J'ai aussi une page Facebook et comme j'ai dit tout à l'heure, une chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page contact de mon site internet et puis à m'envoyer un petit email. Je remercie aussi très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails pour me partager leurs ressentis, pour me remercier, qui ont vraiment ouvert leur cœur et ça m'a permis de
d'augmenter encore la foi que j'ai dans un monde meilleur. Vraiment, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ça me nourrit. Merci beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je garde en tête toutes les vidéos que vous m'avez proposées. Ça finira par venir. Je suis juste assez occupée parfois, mais voilà, j'y pense. Et puis, j'aimerais juste encore vous dire que je vous aime très fort et j'ai confiance en vous. Voilà. À bientôt. Au revoir.